Bienvenue dans Les Irritables, le podcast qui parle enfin de votre ventre, sans détour, sans tabou et avec simplicité. Ici, on parle sans filtre de ventre gonflé, de douleurs souvent incomprises, de transit capricieux, bref de tous ces signes que votre corps vous envoie et qu'on vous a peut-être appris à ignorer. Je m'appelle Sabrina Massy, je suis nutrithérapeute et naturopathe fonctionnelle spécialisée dans l'accompagnement du syndrome de l'intestin irritable. J'ai créé ce podcast pour vous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans votre ventre, vous apporter des clés concrètes et surtout vous faire sentir moins seul. À chaque épisode, je vous guide à travers les causes, les solutions, les erreurs à éviter et parfois même des témoignages. Parce que parler de ce qu'on vit, c'est déjà avancer. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 10e épisode. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'entends souvent autour de moi, que ce soit en consultation ou dans la vie quotidienne, plein d'idées reçues, de conseils simplistes et parfois de petites astuces qui tournent en boucle sans vraiment savoir si elles sont utiles ou pire si elles peuvent même aggraver les choses. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon de ces clichés très répandus. Vous savez, ce genre de conseils qu'on entend partout. Mon but, c'est de vous apporter un éclairage clair, scientifique, mais simple, pour que vous puissiez y voir plus clair dans toutes ces idées et surtout pour que vous puissiez prendre soin de vous avec des conseils qui tiennent la route, adaptés à votre situation. Alors, prête à casser ces clichés et découvrir la réalité derrière ces astuces digestives, c'est parti! Cliché numéro 1, le jus de citron le matin, ça nettoie. Vous avez sûrement déjà entendu ou même essayé ce fameux rituel du verre d'eau tiède avec un peu de jus de citron au réveil. C'est presque devenu une habitude quasi mystique pour beaucoup. On le voit dans les magazines, sur les réseaux sociaux, dans les conseils bien-être. Ça nettoie l'estomac, ça détoxifie, ça stimule la digestion. Alors est-ce que ce jus de citron est vraiment la baguette magique qui va régler vos troubles digestifs ? Pour commencer, un petit point scientifique simple. Le citron, c'est un fruit acide. Il contient notamment de l'acide citrique et de la vitamine C, deux composés qui ont des effets bien connus. Quand vous buvez de l'eau citronnée, surtout tiède, vous apportez donc un peu d'acidité dans votre estomac. Cette acidité peut stimuler vos glandes gastriques, celles qui produisent le suc gastrique, un liquide très acide nécessaire à la digestion. En ce sens, on peut dire que le citron peut aider à réveiller votre estomac, un peu comme une sonnerie de réveil qui vous invite doucement à commencer la journée. Cependant, il faut garder en tête que cette acidité n'est pas un nettoyage. Notre système digestif est déjà une véritable machine parfaitement réglée. Votre estomac est conçu pour gérer l'acidité, produire des enzymes, faire tourner la roue de la digestion. C'est un peu comme une usine avec son propre système de nettoyage intégré. Pas besoin d'y ajouter du citron pour la décrasser. Le corps se régule très bien tout seul, même si vous ne buvez pas d'eau citronnée. Autre point important, si vous souffrez de troubles comme le reflux gastro-œsophagien, le RGO, vous savez ces remontées acides qui brûlent la gorge, ou si vous avez une inflammation de la muqueuse gastrique, appelée gastrite, le citron peut aggraver ces symptômes. Son acidité peut irriter la paroi de l'estomac, ce qui provoque plus d'inconfort. Donc dans ces situations-là, le citron ne sera pas votre ami du matin. Je vous invite aussi à faire attention à la concentration. Un jus de citron trop concentré, non dilué, sera agressif. Alors diluer le jus de citron dans un grand verre d'eau tiède est la meilleure option si vous voulez essayer cette routine. Cela reste un petit coup de pouce, une sorte de signal pour votre système digestif, mais pas un coup de balai miracle. Petite parenthèse importante à ce sujet, parce que c'est un point qui revient souvent, on entend parfois dire que même si le citron est acide, il aurait en réalité un effet alcalinisant dans le corps, un effet basifiant. C'est un peu la rengaine qu'on entend dans le milieu du bien-être, c'est d'ailleurs comme ça qu'on me l'a appris. Le citron, malgré son acidité, ça équilibre le pH de l'organisme. Alors, est-ce que c'est vrai ? Oui, mais avec une nuance très importante. Dans l'estomac, le citron reste bien acide et contribue à augmenter l'acidité gastrique, ce qui est normal et nécessaire pour une bonne digestion. Donc dans l'estomac, pas de basification, au contraire, le citron agit comme un petit coup de pouce acidifiant. Maintenant, une fois que le contenu de l'estomac passe dans l'intestin, certains minéraux présents dans le citron, comme le potassium ou le magnésium,
peuvent laisser les résidus dits basifiants. C'est pour cela qu'on dit globalement le citron peut avoir un effet alcalinisant dans le reste de l'organisme. Cela dit, pour une personne en bonne santé, cet effet est assez faible et surtout le pH sanguin est très strictement régulé par l'organisme. Donc boire du citron, ça ne va pas changer radicalement votre équilibre acido-basique. En résumé, le citron est bien acide dans l'estomac et peut avoir un effet légèrement alcalinisant ailleurs. Mais ce n'est pas une transformation magique qui rende votre estomac basique. Voilà pour la petite explication scientifique derrière cette idée reçue. On entend aussi souvent dire que le citron sera un super allié pour détoxifier le foie. En réalité, le foie est un organe très performant qui travaille sans relâche pour filtrer les toxines. Il ne se met pas volontairement, soudainement, en mode grand nettoyage, juste parce qu'on boit un verre de jus de citron. Le citron apporte surtout de la vitamine C et des antioxydants, ce qui peut aider à protéger les cellules du foie, mais il ne suffit pas à booster sa capacité détox de manière significative. En revanche, certaines plantes médicinales, comme le chardon-marie, l'artichaut ou même le radis noir, ont une action bien plus ciblée et puissante sur le foie. Elles contiennent des composés actifs qui stimulent la production de bile, facilitent l'élimination des toxines et elles protègent aussi les cellules hépatiques. Ce sont des plantes utilisées correctement, souvent en tisane ou en extrait, qui peuvent réellement soutenir une détoxification efficace, bien au-delà de ce que le citron peut offrir. Mais enfin, il y a l'effet placebo qui n'est pas à négliger. Parfois, faire un rituel simple, agréable et régulier peut vraiment aider à mieux ressentir son corps, à se mettre dans de bonnes conditions pour la journée, y compris pour la digestion. Et ça, c'est déjà une belle victoire. Donc, boire un verre d'eau citronnée le matin peut être un petit geste sympa, un réveil doux pour votre estomac, mais ce n'est pas une potion magique qui va nettoyer vos organes ou résoudre vos troubles digestifs. Si vous avez des douleurs, des brûlures ou un reflux, mieux vaut éviter cette pratique ou en discuter avec un professionnel de santé. Deuxième cliché, alors là on entre dans un sujet que j'aime beaucoup, les tisanes. On les associe souvent au moment cocooning, à une petite habitude bien-être du soir ou d'après-repas. Et c'est vrai que ça a un côté apaisant, réconfortant, mais ce que j'entends souvent, c'est ce raccourci, je bois un sachet de tisane digestive, donc c'est bon, ça va régler mes douleurs abdominales, mes ballonnements. Sauf que non, enfin c'est pas comme ça que ça marche. Oui, les plantes sont des outils thérapeutiques puissants, certaines tisanes peuvent vraiment aider à soulager des symptômes digestifs, calmer des spasmes, réduire des gaz, faciliter la digestion, mais à condition de bien les choisir, de bien les préparer et de savoir à quoi elles servent exactement. Le problème, c'est qu'on met tout sous le même mot tisane. Et entre une tisane médicinale bien dosée, avec des plantes de qualité, et un petit sachet de supermarché estampillé ventre plat ou pause digestive, avec 3 brins de menthe et un peu d'arôme naturel, il y a un monde. C'est un peu comme comparer un plat cuisiné maison à base d'ingrédients frais et une soupe industrielle en poudre. Ça se ressemble de loin, mais ça n'a pas du tout le même impact. Les plantes digestives comme la menthe poivrée, le fenouil, la camomille romaine, le gingembre ou encore la mélisse ont des propriétés bien identifiées. Certaines sont antispasmodiques, d'autres carminatives, ça veut dire qu'elles aident à expulser les gaz, d'autres encore facilitent la digestion ou calment l'estomac, mais pour qu'elles soient efficaces, il faut une certaine quantité de plantes déjà, une forme galénique adaptée et parfois une synergie entre plusieurs plantes bien dosées. Par exemple, si vous souffrez d'intestin irritable, avec un profil plutôt diarrhéique, une tisane de menthe poivrée bien préparée, avec une dose suffisante, peut vraiment apporter un soulagement. Mais encore faut-il que ce ne soit pas une infusette dosée à 0,5 g avec 3 miettes au fond. Et puis, toutes les plantes ne conviennent pas à tout le monde. Par exemple, la réglisse peut être très utile pour calmer certaines inflammations digestives, mais elle est déconseillée chez les personnes qui souffrent d'hypertension. Le fenouil est souvent recommandé pour les ballonnements, mais il peut aussi provoquer des ballonnements chez certaines personnes très sensibles aux FODMAPs, donc là encore c'est du cas par cas. Et ça, les tisanes industrielles ne le prennent pas en compte. Elles proposent des mélanges standards, souvent faibles en principe actif, et parfois même avec des adjuvants ou des arômes ajoutés. Résultat, vous avez une boisson chaude qui fait du bien psychologiquement, certes, mais qui ne va pas régler un vrai déséquilibre digestif. L'idéal, c'est de se fournir en boutique bio spécialisée ou encore mieux en herboristerie. Ce sont des lieux où les plantes sont généralement bien conservées, bien identifiées et proposées en vrac avec les bons dosages.
Malheureusement, les herboristeries deviennent de plus en plus rares, même si vous n'en avez pas près de chez vous, il existe de très bons sites en ligne, sérieux, qui vendent des plantes bio de qualité. Ce n'est pas qu'une question de label bio, c'est aussi une question de fraîcheur, de traçabilité et de respect des plantes. En naturopathie, on utilise les tisanes comme des outils précis, pas comme des gadgets ou des pisse-mémés. On choisit les plantes en fonction de vos symptômes, de votre terrain, de votre profil digestif. On peut même ajuster le moment de la prise, la durée de la cure, la forme galénique. Ça veut dire soit infusion, décoction, extrait sec, EPS, extrait de plantes standardisées, etc. Donc oui, les tisanes peuvent faire beaucoup de bien, mais ce ne sont pas de simples boissons plaisir, ce sont des outils thérapeutiques qui demandent de la précision, du dosage et une vraie intention derrière. Alors si vous avez l'habitude le soir de boire une tisane grande distribution estampillée digestion parce que ça vous apaise, tant mieux, mais si vous cherchez à traiter des douleurs chroniques, des troubles digestifs profonds, il est peut-être temps de passer à une autre approche plus personnalisée. Troisième cliché, le jeûne intermittent. Faut le dire, c'est un peu le chouchou du moment, on en parle partout, on le présente souvent comme une solution miracle pour perdre du poids, retrouver de l'énergie, nettoyer son organisme ou encore reposer son système digestif. Et c'est vrai qu'il y a des bénéfices au jeûne intermittent, beaucoup même, et c'est très documenté, mais encore une fois, tout dépend du contexte, de la personne et de ses objectifs. Alors d'abord, petit rappel, quand on parle de jeûne intermittent, on parle généralement du protocole 16-8, c'est-à-dire 16 heures de jeûne, donc sans manger, 8 heures pendant lesquelles on consomme ses repas. Par exemple, sauter le petit déjeuner et manger entre midi et 20 heures. Ce qui est intéressant, c'est que pendant la phase de jeûne, notre corps enclenche différents mécanismes de régulation. Il mobilise ses réserves, améliore sa sensibilité à l'insuline et active certaines voies anti-inflammatoires. Et au niveau digestif, il y a effectivement une mise au repos du tube digestif pendant plusieurs heures. Mais attention, rester sans manger pendant 16 heures ne signifie pas automatiquement réparer un intestin irrité. Dans certains cas, prolonger le jeûne peut même aggraver la situation. Par exemple, si vous êtes une personne stressée, fatiguée, avec un profil plutôt mince, un transit rapide, une tendance à l'hypoglycémie ou au fringale, le jeûne intermittent peut devenir un facteur de déséquilibre. Parce que dans ce cas, priver votre organisme de nourriture trop longtemps va augmenter le stress physiologique, dérégler la glycémie et souvent amplifier les troubles digestifs. Chez certaines femmes, notamment en période de périménopause ou avec un système nerveux un peu en alerte, le jeûne intermittent mal adapté peut devenir une vraie source de tension pour le corps. Résultat, plus de spasmes, un intestin qui se crispe, une fatigue qui s'installe, une humeur en dents de scie. Et puis il y a un autre point qu'on oublie souvent, c'est pas parce qu'on mange moins qu'on digère mieux. J'ai vu beaucoup de personnes faire un jeûne intermittent pendant leur fenêtre alimentaire, avaler 2 repas très copieux, parfois mal équilibrés, en se disant « je mange que 2 fois, donc je peux me permettre ». Sauf que le système digestif, il reste le même. Il a toujours besoin d'enzymes, de mastication, d'un bon équilibre acide-base, de fibres, d'une bonne hydratation. Bref, il a besoin qu'on prenne soin de lui à chaque prise alimentaire. Donc non, le jeûne intermittent n'est pas la solution universelle pour soulager les intestins sensibles. Il peut convenir à certaines personnes dans certaines situations, à condition qu'il soit bien encadré, bien toléré et introduit progressivement. Il faut écouter son corps, observer sa digestion, son énergie et sa régularité. Et surtout, ne pas s'acharner si on ne se sent pas bien avec ce rythme. Ce que je recommande, c'est plutôt de commencer par espacer légèrement les repas, éviter les grignotages, laisser 4 à 5 heures entre les prises alimentaires, bien mastiquer et surtout dîner tôt et léger. Rien que ça, c'est une forme douce de jeûne nocturne. Et souvent, c'est amplement suffisant pour apaiser le système digestif. Encore une fois, l'idée, c'est de sortir des effets de mode et de revenir à une approche personnalisée. Le jeûne peut être un outil, mais ce n'est pas parce qu'il est tendance qu'il est forcément adapté à votre situation digestive. 4e cliché, il faut absolument éviter toutes les fibres pour calmer les troubles digestifs. Ce conseil, vous l'avez peut-être entendu un jour, ou même testé, on vous a dit, ou vous avez lu quelque part, que les fibres étaient irritantes pour les intestins. Alors vous avez arrêté le pain complet, les légumes crus, les fruits avec la peau, les graines, les légumineuses, et parfois sur le moment il y a un léger mieux, moins de ballonnement, un ventre un peu plus calme, du coup on pense que les fibres sont le problème et on les évite.
Mais en réalité, ce n'est pas si simple. D'abord, il faut rappeler que les fibres ne sont pas toutes les mêmes. On distingue deux grandes familles. Les fibres insolubles, qu'on retrouve par exemple dans le son de blé, certaines peaux de légumes, les céréales complètes, et qui peuvent être en effet un peu agressives sur une muqueuse digestive fragilisée. Et il y a aussi les fibres solubles, qu'on trouve dans les pommes, les carottes, les courges, l'avoine, les graines de chia ou de lin trempé. Ces fibres sont beaucoup plus douces, elles ralentissent le transit, apaisent et surtout, elles nourrissent les bonnes bactéries intestinales. Donc non, il ne faut pas supprimer toutes les fibres, ce qu'il faut c'est apprendre à choisir les bonnes et à les réintroduire progressivement. Parce que si on reste longtemps sur une alimentation pauvre en fibres, on finit par appauvrir le microbiote, on réduit la diversité des bonnes bactéries, on ralentit le transit et à long terme, on entretient une certaine inflammation digestive. Autrement dit, oui, il peut y avoir une phase où on limite certaines fibres, notamment en cas de crise de S2I très active ou après une grosse poussée inflammatoire, mais ce n'est pas une solution durable, c'est une étape. Et l'objectif, c'est toujours de reconstruire la tolérance digestive et de réhabituer doucement l'intestin à digérer ces fibres. Un exemple simple, quelqu'un qui ne tolère plus les lentilles du tout pourra peut-être dans un premier temps les faire tremper pendant 12 heures, si elle ne le faisait déjà pas avant, les mixer, les combiner avec du cumin ou du fenouil, les manger en petite quantité, puis augmenter progressivement. On travaille aussi parfois sur la cuisson, sur la mastication, sur la fermentation préalable des aliments, bref, on s'adapte. Et dans le cas du syndrome de l'intestin irritable, il existe aussi des repères très utiles avec l'alimentation pauvre en FODMAPs qui permet de mieux cibler les fibres ou sucres fermentescibles problématiques. Ce n'est pas une méthode miracle, mais un outil temporaire qui permet de mieux comprendre ce qu'on tolère ou non. Donc non, c'est pas la fibre le problème, c'est l'état de l'intestin. Le type de fibre, la quantité et la façon dont elle est consommée. L'objectif, ce n'est jamais d'éliminer, c'est toujours de retrouver une tolérance, une diversité et un confort durable. Cliché numéro 5. Le yaourt nature, c'est bon pour la flore intestinale. Alors ça, c'est un réflexe bien ancré. Quand on parle de microbiote ou de flore intestinale, le yaourt arrive tout de suite dans la discussion. On a cette image un peu marketing, le yaourt nature comme aliment santé, rempli de bons probiotiques qui viendraient naturellement renforcer notre flore intestinale. Mais en réalité, là encore, les choses sont plus nuancées. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les yaourts ne se valent pas. Un yaourt classique, même nature, est fermenté avec seulement 2 souches de bactéries. Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus. Ces souches sont utiles pour la fermentation du lait, mais elles ne sont pas des probiotiques au sens thérapeutique du terme, car elles ne colonisent pas durablement l'intestin, elles sont transitoires. Elles passent et puis elles s'en vont. Et surtout, ces souches n'ont pas d'effet démontré sur les troubles digestifs chroniques, comme le syndrome de l'intestin irritable. Ensuite, il y a la question de la tolérance aux produits laitiers. Beaucoup de personnes souffrant de troubles digestifs chroniques sont sensibles au lactose, parfois sans le savoir. Même un yaourt nature contient du lactose et si la digestion est perturbée, ce sucre mal digéré peut provoquer ballonnement, douleur et fermentation excessive. Par ailleurs, la caséine, qui est la principale protéine du lait, peut aussi être irritante pour certaines muqueuses intestinales déjà enflammées ou fragilisées. Alors bien sûr, il y a des personnes qui tolèrent très bien les yaourts, surtout s'ils sont faits maison ou issus de laits animaux mieux digérés comme le lait de brebis ou le lait de chèvre, mais on ne peut pas en faire une règle générale. Si on cherche vraiment à soutenir la flore intestinale, mieux vaut se tourner vers des aliments qui contiennent des probiotiques plus variés et efficaces, comme les laits fermentés type kéfir, ou les légumes lacto-fermentés comme la choucroute crue, le kimchi, les carottes fermentées, ou encore les compléments probiotiques bien choisis avec des souches étudiées cliniquement. Autre point important qu'on oublie souvent, les yaourts industriels sont quasiment toujours faits à partir de lait pasteurisé. Et la pasteurisation, c'est un traitement thermique qui tue les bactéries naturellement présentes dans le lait cru. Alors oui, on rajoute ensuite des ferments pour en faire un yaourt, mais ça limite énormément la diversité microbienne par rapport à un produit vraiment fermenté à partir de lait cru de façon artisanale. Et si on regarde les yaourts du commerce censés être enrichis en bifidus ou en probiotiques, comme on voit dans certaines publicités, on touche là à un autre cliché. Cette image marketing où l'on voit la madame qui se sent légère, souriante parce qu'elle a retrouvé un ventre plat simplement parce qu'elle a mangé un yaourt enrichi au bifidus pendant 2 semaines.
C'est très vendeur, c'est rassurant, mais c'est loin d'être représentatif de la réalité des troubles digestifs chroniques. Aucun yaourt, même enrichi, ne suffit à lui seul à restaurer un microbiote déséquilibré, encore moins à calmer un intestin irritable, un SIBO ou une inflammation chronique. Et d'ailleurs, les souches utilisées dans ces produits sont rarement identifiées de façon claire. Elles ne sont pas toujours vivantes à l'arrivée et surtout, elles n'ont pas forcément démontré d'efficacité dans des études cliniques solides. Donc attention aux messages simplistes du marketing, ce n'est pas parce qu'un produit est vendu comme bon pour le transit qu'il est adapté à votre situation. Ce n'est pas parce que quelqu'un se sent plus légère après une cure de yaourt bifidus que vous devez vous forcer à en consommer alors que vous ne les digérez même pas. Comme souvent, c'est une affaire de contexte, de qualité, de tolérance individuelle et d'accompagnement personnalisé. Le yaourt, ce n'est pas un ennemi, mais ce n'est pas une solution miracle non plus. Bref, le yaourt nature peut être un aliment agréable, rassurant, parfois bien toléré, mais ce n'est pas le remède universel pour la flore intestinale. Et surtout, faut pas culpabiliser si on ne digère pas bien. Ça veut pas dire qu'on est anormal ou qu'on ne prend pas bien soin de son microbiote. On peut très bien avoir une flore en bonne santé sans consommer de yaourt. Alors on l'a vu ensemble aujourd'hui, entre les croyances populaires, les conseils glanés à droite à gauche sur internet ou dans les magazines et les messages marketing bien ficelés, les clichés autour des troubles digestifs ont la vie dure. Et je le comprends tout à fait. Quand on souffre au quotidien de ballonnements, de douleurs, d'inconfort, et on a envie d'une solution simple, rapide, qui marche, le souci c'est qu'en nutrition comme en santé digestive, la réalité est souvent bien plus complexe, plus nuancée, et c'est pour ça que l'accompagnement individualisé est important. Alors non, le citron le matin ne va pas rééquilibrer votre pH ou nettoyer votre foie. Non, les tisanes en sachet digestifs ne vont pas résoudre un S2I à elles seules. Non, éviter tous les FODMAPs, toutes les fibres et tous les aliments fermentés à vie n'est ni nécessaire ni souhaitable. Et non, le yaourt bifidus ne va pas reconstruire magiquement votre microbiote. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Au contraire, il existe des outils puissants comme les plantes bien choisies, les probiotiques adaptés, les rééquilibrages alimentaires, les soutiens du foie ou de la perméabilité intestinale, à condition de les utiliser avec justesse, selon vos besoins, votre terrain et vos symptômes. Ce podcast, il est justement là pour vous aider à faire le tri, à mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps, à vous réapproprier votre santé digestive sans tomber dans les extrêmes ou les recettes magiques. Voilà, j'ai terminé avec cet épisode un peu plus long que les autres et plus démystifiant. Et si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement plus approfondi et sans cliché, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi. Je vous mets le lien dans la description. Si cet épisode vous a parlé, pensez à vous abonner, à partager ou en parler autour de vous, mais surtout laissez un avis, c'est très important pour que le podcast se fasse connaître au plus grand nombre. Et on se retrouve très vite dans un prochain épisode de Les Héritables. À très bientôt.